Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 7-8 Week-end. Comme tous les vendredis, vous en avez l'habitude, nous allons revenir sur les moments forts de l'actualité culture, loisirs et sport de la semaine pendant 26 minutes. Mais tout d'abord, vous le savez, ce vendredi soir aura lieu la 39e cérémonie des Césars au Théâtre du Châtelet à Paris. Et en coulisses s'activent les étudiants de l'école audiovisuelle des 3IS de Trappes, encadrés évidemment par leur responsable pédagogique qui est en ligne avec nous de Paris. Vincent Mottès, bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, cela fait donc 5 ans que vous êtes partenaire de l'Académie des Césars. Quel est votre rôle tout d'abord par rapport à cette cérémonie qui aura lieu ce soir? Alors nous, on travaille pour l'Académie en direct et on fait toutes les images qui vont aller sur leur site pour montrer tous les événements que font l'Académie. Et surtout ce soir, moi, c'est surtout montrer tout ce qui se passe un peu en coulisses, parce que c'est une grosse infrastructure installée. Donc on a à peu près 20 étudiants mobilisés qui tournent un peu partout sur les points importants, sur les entrées, sur les cocktails, sur la salle de presse et sur aussi le photocall. Mais aussi le plus important, c'est surtout un plateau qu'on a derrière derrière la salle, tout à fait, et sur lequel on va recevoir tous les lauréats qui seront interviewés par Michel Réac et qui permettent de recueillir leurs impressions. Leurs impressions à chaud, merci. Voilà. J'imagine que vous êtes dans les tout derniers préparatifs, l'installation des projecteurs, des caméras, non? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bon, ça y est, bien sûr, le plateau est installé, mais là, on briefe encore les étudiants, on fait le tour de tout ce qu'ils doivent filmer, et voilà, donc il y a quand même pas mal de boulot encore. Et justement, quel est leur état d'esprit à vos étudiants en ce moment? Il n'y a pas trop de stress à quelques heures du début de la cérémonie? Non, ils sont un peu stressés, mais après ils regardent la répétition aussi, donc ils voient tout ce qui va se passer, sur lequel on ne peut rien dire, bien sûr. Mais en effet, il y a des bonnes surprises pour ce soir. Et puis mais ils ont bien blindé leur caméra, leur matériel technique pour que tout fonctionne, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est là où est le stress, pour être sûr qu'ils ne se trompent pas et qu'on ramène bien les images qu'il faut, et surtout pour le plateau. Oui, j'allais y venir. C'est vraiment un exercice grandeur nature pour vos étudiants. Il n'y aura pas le droit à l'erreur ce soir. C'est des interviews en one-to-one. Il faut vraiment les réussir du premier coup. Ah oui, on n'a pas le droit de dire à Quentin Tarantino, par exemple, de refaire. Donc ça, c'est pas possible. Donc, faut qu'on soit prêt, et ça peut arriver à n'importe quel moment. Et là, faut comme on peut dire, dégainer et être sûr de l'enregistrement. Voilà, on n'a même pas le temps de dire attendez-nous, non, parce que quand ils sortent de scène, ils font tout un parcours. Ils passent par le plateau Canal+, qui est juste à côté de nous. Ils passent aussi à RTL. Après, ils vont en salle de conférence, de presse. Ils vont aussi au photocall. Donc, c'est un staff qui va très très vite. On nous l'amène. Chaque personnalité est amenée sur le plateau. Et là, on a à peine 5-10 minutes pour pouvoir l'interviewer. En étudiants et encadrants, vous serez à peu près une vingtaine ce soir au Théâtre du Châtelet. J'imagine qu'il a fallu les sélectionner, ces étudiants des 3IS. Alors oui, en général, on a pas mal de temps où on peut les tester un petit peu, puisque on a plusieurs événements pour les Césars, puisque la César, c'est une association qui permet de promouvoir le cinéma. Donc il y a plusieurs événements, et ça fait déjà depuis un mois, depuis début janvier, qu'on tourne avec eux sur plusieurs événements. Donc ça permet de tester pas mal les étudiants, et puis à travers aussi les exercices pédagogiques à l'école, on voit ceux qui sont vraiment sur qui on peut compter, qui sont vraiment déjà professionnels pour pas lier à l'erreur. Donc cette soirée, c'est un peu la récompense du travail. Du travail. Ouais. Merci beaucoup Vincent Mottès d'avoir pris quelques minutes. Je ne vous prends pas plus de temps. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à faire d'ici ce soir. Votre produit fini sera donc remis à l'Académie des Césars et disponible sur Internet une fois monté évidemment. Merci beaucoup Vincent. À très bientôt. Je vous remercie. Une bonne journée. Au revoir. Au revoir. La 13e édition du Festival du Cirque des Mureaux a accueilli ce week-end pas moins de 46 artistes de renommée internationale, numéros revisités ou grands classiques. Toutes les tendances étaient présentes sous le chapiteau. Aurélia Debissy. Le temps d'un week-end, sous le chapiteau installé Parc du Sautour, une quarantaine d'artistes ont paradé dans l'arène. Entre disciplines traditionnelles et numéros modernes, le Festival du Cirque des Mureaux, créé en 2001 sous l'impulsion de la commune, est devenu l'un des plus renommés en Île-de-France.
un moment populaire et familial qui, pour cette 13e édition, maintient une politique tarifaire attractive avec des places comprises entre 5 et 12 euros. Des artistes venus du monde entier ont fait valoir leur talent sous la houlette de Monsieur Loyal, cette année encore en charge de la programmation. D'apporter un beau spectacle de cirque à la portée de toutes les bourses. C'est-à-dire que les familles les moins riches, qui ne peuvent pas se payer des places à 45 euros ou à 50 euros, voire 60 parfois, puissent voir le même spectacle à un tarif à la portée de tous, parce que le rêve appartient à tout le monde. Et c'est aussi le cirque, le seul endroit, le seul que j'appelle ça le cercle d'amour, parce que c'est le seul endroit où il y a une véritable intégration et acceptation de toute nationalité, toute religion, toute mentalité, quelle qu'elle soit. Pour la première fois au Muro, la troupe Eagles, des artistes gabonais, ont présenté leur spécialité, l'acrobatie. Pour commencer, il y a déjà un sentiment de fierté, du fait de savoir qu'on peut s'intéresser à la culture gabonaise. Le cirque peut aussi être africain, peut aussi être exécuté avec la danse africaine. Que la danse africaine peut être ouverte à n'importe quel art. Numéro revisité ou grand classique, le cirque a pour essence de créer des émotions chez le spectateur où prouesses techniques et exploits côtoient création artistique et chorégraphie. Le Son du Coin lance une opération de promotion de la scène locale, une démarche de soutien à la campagne. Votons plus de musique dans nos villes en 2014, évidemment, par rapport aux élections municipales. Cette semaine, dans Kiosque, Aurélia Debussy a reçu Cyril Vermandé, créateur et administrateur de ce site internet. Toutes les formes d'écoute et de pratique musicale connaissent un véritable engouement ces dernières années. Toutefois, on peut noter que les structures, les lieux de diffusion, donc les salles, les écoles de musique, les studios de répétition viennent à manquer parfois dans certaines villes. On peut même parler de déserts musicaux. Donc c'est la raison pour laquelle les acteurs du RIF, alors le RIF c'est le réseau de musique en Île-de-France, se mobilisent pour que les enjeux liés aux musiques actuelles soient présents dans le cadre des élections municipales. On est en plein dedans en ce moment. Et c'est comme ça que la campagne « Votons plus de musique dans nos villes » en 2014 est lancée. Vous soutenez cette démarche, Cyril ? Oui, complètement. De quelle manière ? Alors, en fait, je propose sur le Son du Coin un album à télécharger gratuitement, donc en MP3, d'artistes inscrits sur le site, et pour du coup faire la promotion des artistes indépendants de la région, parce que dans cette campagne, on parle beaucoup de studios de répétition, de salles de concert, de subventions, mais je trouvais ça bien de remettre un peu de musique dans ce débat, de montrer quels sont les artistes qui vont utiliser les studios de répétition, quels sont les artistes qui vont se produire sur ces scènes municipales, et donc voilà, de présenter la scène locale sous forme d'un album à télécharger gratuitement. J'aimerais qu'on revienne justement sur l'histoire du site. Quel est son principe, son fonctionnement? Alors le principe, ça fonctionne comme une plateforme de streaming, comme on peut en voir beaucoup en ce moment. Quelle est sa particularité? Il est dédié aux artistes locaux, donc il a d'abord été ouvert dans les Yvelines et maintenant il s'ouvre à plusieurs départements. Donc le but étant de couvrir les artistes d'Île-de-France pour faire une promotion sur les artistes locaux par ville, pour que chacun puisse voir qu'est-ce qu'il y a dans sa ville, d'où viennent les artistes qu'il aime bien, d'où vient un artiste qui peut voir jouer dans sa MJC. Donc ça c'est le visiteur. Le visiteur, il vient, il clique. Il y a une géolocalisation, c'est ça, le principe de la sélection par ville. Donc, on a été à un concert dans une salle de sa ville et puis on va retrouver le groupe finalement à proximité. Et via des suggestions, on peut aussi découvrir d'autres groupes qui viennent de la ville d'à côté ou de la région. Et alors pour les artistes, pour les groupes, quel bénéfice, quel avantage c'est l'inverse du coup, puisque le site s'adresse à un public essentiellement local. Donc c'est un public qui va se déplacer pour les voir en concert ou acheter leur album. L'inconvénient des grosses plateformes comme Deezer ou Spotify par exemple, c'est qu'on est noyé dans la masse des artistes internationaux, et même si c'est bien aussi d'avoir une visibilité internationale, c'est pas forcément des artistes qui vont s'engager. Donc là on s'adresse vraiment à un public local, et le site est gratuit et aussi beaucoup consulté par les programmateurs et les professionnels de la région qui vont faire aussi leur marché quand ils ont besoin d'un groupe local. Oui, donc c'est une vitrine, ça accroît donc la visibilité.
Et du coup, c'est une promotion vraiment ciblée. Voilà, c'est ça. Alors pour avoir quelques chiffres, par exemple, combien de groupes sont inscrits aujourd'hui? Alors pour l'instant, un peu plus de 400 groupes, principalement sur les Yvelines et les Hauts-de-Seine, parce que les deux autres départements qui sont ouverts, c'est le Val d'Oise et l'Essonne, sont ouverts depuis début janvier, donc ça commence petit à petit, mais donc plus de 400 groupes sur 2 départements. La serre aux papillons de la Queue-les-Yvelines entame sa nouvelle saison. Une quarantaine d'espèces volent en liberté dans un climat de forêt amazonienne. L'occasion de voyager, de partir à la découverte de ces insectes éphémères et mystérieux. Yolène Torres les a observés pour nous. Nous voici dans la jungle équatoriale de la Queue-les-Yvelines. Plus de 700 papillons volent en liberté parmi les visiteurs. On les reçoit des Philippines, de Costa Rica, de Guyane, Martinique. On les reçoit donc en chrysalides et les chrysalides sont installés ensuite dans les éclosoirs. Et à partir de ces éclosoirs, les papillons naissent le matin. Une fois qu'ils sont nés, ils déploient leurs ailes entre 30 minutes et 2 heures selon les variétés. Les papillons sont ensuite libérés et se nourrissent naturellement de plantes, mais pas seulement. La seule chose qu'on a à leur apporter, c'est des compléments de nourriture. Parce que bon, comme il y a beaucoup de papillons, les fleurs, des fois, ça ne suffit pas assez. Donc on leur met des tubes sur des fleurs artificielles avec de l'eau sucrée. Et certaines variétés, eux, se nourrissent de fruits en fermentation. Donc on leur met des assiettes avec des bananes pourries. Dans un climat de forêt amazonienne, avec 28 degrés et 80% d'humidité, certains photographes voyagent à travers leurs clichés. Il y a une majorité de papillons d'Amérique du Sud, donc des espèces qu'on ne voit pas en France. C'est très agréable à regarder et à photographier. Difficile au niveau technique photo, c'est un bon exercice. Les papillons, c'est une merveille de la nature et il faut être capable justement de pouvoir apprécier ce qui nous est donné d'une manière gratuite. Adultes, les papillons vivent en moyenne 3 semaines et 500 nouveaux sont apportés chaque semaine pour renouveler la serre. Je suis sûr que, étant enfant, vous avez tous rêvé au moins un jour d'avoir des pouvoirs extraordinaires. Pendant une semaine, l'Estaminet à Manille-les-Hameaux a invité les enfants à façonner leurs costumes de super-héros selon leur imagination. Yolène Torres et Elodie Moine. Qui n'a pas rêvé d'avoir des pouvoirs extraordinaires? Pendant une semaine, l'Estaminet à Manille-les-Hameaux a invité les enfants à façonner leurs costumes de super-héros selon leur imagination. Ils ont dessiné les différents éléments du déguisement. On m'avait demandé du coup de venir faire une semaine de création de costumes de super-héros en essayant de changer un petit peu les codes des super-héros, pas forcément venir faire le costume de Batman ou de Spider-Man, voilà, mais plutôt de s'approprier le super-héros à soi. Les enfants ont appris les bases de la couture, ils sont prêts à rééditer cette expérience chez eux. J'aime bien le faire soi-même parce qu'après, maintenant je pourrais le refaire et c'est bien de le refaire, comme ça on pourra le donner à quelqu'un d'autre. Tu découpes les 3 triangles. À l'approche de Mardi Gras, les enfants pourront jouer les apprentis justiciers avec leurs propres costumes. De très beaux costumes. Allez, on passe au sport pour terminer ce journal. Ce lundi, dans le 7-8 Sport, nous vous diffusions une interview exclusive du nouveau phénomène des Templiers, Sean Shelton, le jeune quarterback américain de 22 ans, arrivé à l'intersaison. Pourquoi a-t-il choisi Elancourt? Sa passion pour le foot US et ses ambitions. Il s'est livré au micro de Jonathan Villeman et Elodie Moine. Pourquoi as-tu choisi Elancourt? I had several options when I had the opportunity to come over here. Vous savez, j'avais plus d'options quand j'avais l'opportunité de venir ici en France. Concernant Elancourt, j'ai discuté avec l'entraîneur Manu Charret et je me suis aperçu qu'il y avait une grosse différence entre Elancourt et les autres équipes françaises. À Elancourt, l'objectif prioritaire est de gagner le championnat. Tout le monde est tourné vers cet objectif, tout le monde ici veut ce titre. Chez les autres, on me disait, on espère faire une belle saison, être compétitif. Voilà la grande différence entre Elancourt et les autres équipes. Concrètement, quels sont tes objectifs cette saison avec les Templiers? Gagner le championnat français. Je n'ai pas vraiment d'objectif personnel, je n'en ai jamais en vérité.
Je veux juste gagner les 8 matchs du championnat, c'est le plus important. Je pense que tout le monde serait déçu si on ne gagnait pas le championnat, et moi aussi. Tu sais que tu passes derrière Vinny Mirotte. C'est un beau challenge de lui succéder. It will be a great challenge now. Yes, everything that I've heard about him. Oui, ce que j'ai entendu sur lui, c'est que c'est un super mec, mais c'est aussi un super quarterback, qui était tout près de devenir le meilleur joueur du championnat. Je comprends qu'il ait été un joueur phare du championnat. Je sais que j'ai une grande responsabilité pour relever sa succession ici et améliorer ce qu'il a déjà fait. Pour toi, Elancourt est une étape dans ta progression? Oui, quand je jouais à l'université, je disais souvent que je voulais continuer de jouer autant que possible. Et ici, c'est une nouvelle expérience pour moi. C'est vraiment l'occasion pour moi de progresser, pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Communiquer avec les gens malgré la barrière de la langue. Et c'est un gros défi pour un entraîneur. Une dernière question. Est-ce que tu te plais à Elancourt? Oui, c'est tellement différent de tout ce que j'ai connu auparavant. Je suis vraiment heureux ici et j'essaie de devenir un bon Français. Just being in France and being exposed to some different cultural things and c'est une superbe expérience personnelle sur de nombreux plans. Ok, thanks a lot, Sean. Il est le plus vieux joueur de rugby de France à 74 ans. Philippe Valrave joue avec l'équipe loisir du Sky Rugby. Malgré la polémique sur l'âge limite des joueurs toute récente, la petite star des Troubadours compte bien encore inscrire quelques essais avant de raccrocher les crampons. Philippe Valrave est un costaud. 12e enfant d'une famille de maréchaux ferrants nordistes. À 74 ans, ce deuxième ligne de l'équipe loisir des Troubadours ne loupe quasiment jamais une rencontre. Et pourtant, lorsqu'il découvre le rugby à l'âge de 20 ans, l'Ovalie ne lui parlait pas trop. Je ne comprenais rien à ce jeu. Ils m'ont amené là. Ils m'ont dit, bon, tu te mets là pour une touche, tu sautes, tu prends la balle. J'ai sauté, j'ai pris la balle. T'es pas mal habile, tu nous plais. Et puis ils m'ont entraîné. Et depuis, je suis resté dans le rugby. Depuis l'affaire Francis Bayona, ce pilier de 68 ans privé de licence en raison de son âge trop avancé, tous les regards se tournent vers Ramsès. Pas d'inquiétude pour autant car tous les ans, son médecin signe la licence de cet ancien ingénieur, les yeux fermés. Mon médecin qui est de Montigny, qui est un excellent médecin, m'a bien dit, bon Philippe, tu continues, mais fais quand même attention parce que bon, tu prends des risques. Mais tant que les avantages dépassent largement les risques, et à moi de ne pas prendre trop de risques. Donc c'est une question de précaution. Il faut juste le voir, pour le croire, quoi. 74 ans, être à fond comme ça, j'avoue que je sais pas, j'y serais, quoi, moi. Et puis chaque fois que tu le tamponnes un petit peu, c'est le genre de mec qui va te dire, ah, attendez les gars, je suis pas un bibelot, quoi. Il n'y a pas de problème, allez-y, quoi. Il aime ça, quoi. La saison dernière, avec sa licence toujours tamponnée compétition, il a même joué 20 minutes avec la réserve du Sky Rugby en championnat d'honneur. Mais il y a 2 ans, un adversaire le plaque assez violemment, Ramsès reste KO. Ça m'a fait très peur. Donc maintenant, je joue proche des gros. Là, prendre des chocs en face, ça me fait pas peur. Mais je fais pas le mariole. Toujours un peu dans les affaires. Poumon généreux du club, ce joueur, pas comme les autres, organisera un grand tournoi l'an prochain en Dordogne, où il possède une bicoque qu'il retape pour ses vieux jours à sa sortie du pré. Et on espère tous évidemment faire du sport encore à cet âge. Ce week-end avait lieu la 5e édition de l'ITUP, le concours international d'aéromodélisme assez traditionnel au Claye-sous-Bois. Les pilotes et leurs maquettes ont encore proposé des prestations spectaculaires, que ce soit en figure imposée ou en vol libre avec musique. Olivier Maniscalco a levé les yeux. Nouvel envol pour l'ITUP au Claye-sous-Bois. Pour sa 5e et dernière édition, la compétition internationale d'aéromodélisme a encore une fois réuni les meilleurs pilotes mondiaux. Très spectaculaires, les démonstrations de voltige ont offert un show impressionnant. Les modélistes étaient jugés à la fois sur l'épreuve des figures imposées, où le jury note la qualité technique et la géométrie, mais aussi sur du vol en musique, où les pilotes proposent un véritable ballet aérien. Un pilotage exigeant qui requiert certaines aptitudes. Il faut avoir de bons réflexes,
d'excellents réflexes parce que de temps en temps, l'avion ne va pas faire exactement ce qu'il faut, donc il faut avoir de très bons réflexes avec la télécommande. Mais c'est surtout une question d'entraînement, à force de faire, et puis surtout savoir construire aussi. Parce que souvent ça casse, donc il faut savoir reconstruire. Les maquettes fabriquées en plaques de d'éperon et en papier millard, matériaux qui servent d'habitude à l'isolation de nos maisons, font un peu moins d'1 mètre d'envergure pour un poids qui varie entre 50 et 100 grammes. Des mesures peaufinées durant la construction des modèles réduits où le moindre réglage compte. C'est principalement des changements de forme sur l'avion, des améliorations de répartition de surface et toujours essayer de gagner du poids parce qu'en indoor, plus on est léger, mieux ça vole. Bon, mon avion, on va dire, sur le panel ici est assez lourd, il fait 80 grammes, mais il est aussi relativement grand. C'est un des plus grands du circuit. 65 participants représentant 15 nationalités différentes concouraient lors de cet e-top 2014. 6 Français ont terminé dans le top 10. C'était en quelque sorte le match de la dernière chance. Près de 4 mois après leur dernier succès en championnat, les féminines de l'Entente Le Chesnay-Versailles se sont imposées le week-end dernier face à Rennes et restent donc encore en vie dans cette poule de National 1 de basket. Résumé. Sur le parquet du gymnase Bel-Air, soufflait comme un air de survie. Les féminines de l'Entente Le Chesnay-Versailles n'avaient pas le droit à l'erreur face à Rennes. En mode commando, les Yvelinoises entament parfaitement la rencontre menée par une Cécile Danser impériale dans la raquette qui a usé la défense adverse et hauteur de 17 points. 27-14 après le premier quart-temps, mais le deuxième acte sera celui des Rennaises. Comme souvent cette saison, les Yvelinoises voient leur matelas diminuer pour rentrer au vestiaire avec 3 petits points d'avance, 35-32. Les coéquipières de Virginie Orinçan entament le dernier quart-temps, le panier dans le viseur et reprennent 14 points d'avance. Les Yvelinoises avaient l'occasion de terminer la rencontre en roue libre, mais c'était sans compter sur la révolte des Rennaises qui, au prix d'un bel effort, récolte à 2 petits points à 2 minutes du buzzer, avant que Mélanie Béhet ne prenne ses responsabilités. Les Yvelinoises s'imposent finalement 71-64, restent 11e de leur poule et retrouvent la victoire près de 4 mois après leur dernier succès. L'opération commando a fonctionné. Dur et long comme tous nos matchs depuis le début de l'année. On a perdu 80% de nos matchs entre 1 et 8 points. Toujours sur le même scénario. Là, on a tenu le match du début à la fin avec un très beau premier quart-temps. C'est ce qui était important, 27 points. Un deuxième quart-temps plutôt moyen, mais bon. Les filles ont fait le travail ce soir et c'est très bien. On est en mode commando sur tous les matchs maintenant. Et c'est passé ce soir. Voilà, on a mis les lancers francs, alors que d'habitude on ne met pas les lancers francs. On a provoqué un petit peu la chance, c'était très bien. On termine ce journal par votre agenda du week-end et tout d'abord 2 rendez-vous à ne pas rater. Du football américain ce samedi 1er mars, premier match des Templiers d'Elancourt à domicile face aux Molosses d'Asnières, coup d'envoi à 20h au complexe sportif. Dimanche, à partir de 10h30, les enfants vont pouvoir découvrir le parcours du lait à la ferme pédagogique de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, en commençant évidemment par la traite des vaches. Un atelier payant de 4 € pour les enfants. C'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Fil.